Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Tevaki Victoria Sri Seyon. C'est bon? C'est ça. Je l'ai dit? Ah, c'est bien. Top. Merci beaucoup pour ta présence. Avant que, je pense que les gens ne sont pas encore arrivés. Et le concept de l'émission, c'est ça, c'est d'essayer de découvrir qui est la personnalité de notre, en tout cas, essayer de brosser la personnalité de notre invité. Et c'est un grand plaisir. Et je vais commencer par cette question que je pose toujours. Quel est l'intitulé de votre métier? D'accord. Bah déjà, je suis très contente d'être là avec mon thé. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, je suis psychologue clinicienne. La psychologue clinicienne, et puis je suis aussi en train de faire mon doctorat en parallèle pour devenir docteur d'ici quelques mois. Top. On est tous derrière, on espère. Et quel genre d'études permet d'accéder à ce poste? Alors pour ce poste, il faut passer par la faculté et puis du coup faire 5 ans d'études. 5 ans d'études de psychologie. Voilà, 5 ans d'études de psychologie et puis c'est combiné avec des stages et puis on obtient le titre à la fin de la formation. Et pourquoi la psychologie? Pourquoi vous avez choisi tout de suite la psychologie? Alors la psychologie, ça a été une grande rencontre pour moi. Une grande rencontre. Je suis passée par un cursus littéraire au niveau du lycée. Et puis, c'est en rencontrant quelque part des anges sur mon chemin D'accord. que du coup, j'ai pu en fait rencontrer cette discipline, rencontrer ce que c'était. Et puis, ça m'a intéressée. En fait, c'était vraiment c'était mon chemin. C'était vraiment ce qu'il me fallait. J'avais besoin de comprendre. Je pense que j'avais un grand besoin de comprendre l'humain dans son intérieur. Et la psychologie m'a donné en parallèle pour devenir docteur d'ici quelques mois. Allô? Donc, on a un petit problème de réseau. Ça va. Et va revenir tout de suite. Donc, en attendant, moi, je vais partager le live sur les réseaux. Ah, ok. Donc, je viens de recevoir un message de Tevaki qui me dit que son ordinateur s'est arrêté, mais elle va se connecter rapidement. Donc, un peu de patience. Et je voulais aussi profiter de l'occasion. Malheureusement, actuellement, on vit des situations un peu compliquées depuis, malheureusement, cet attentat monstrueux, ce meurtre monstrueux de ce professeur que je tenais à rendre hommage ici. Et en tant que musulman, de dire que ce n'est certainement pas ma religion qui nous invite à faire ce genre d'actes atroces. Ma religion est innocente de ça. Les musulmans, en général, la majorité des musulmans ne souhaitent que vivre tranquillement en paix, faire leurs études, se marier, faire des enfants et vivre en harmonie, sans pour autant aller dans ces extrêmes-là. Et que aussi, notre prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a pas invités à faire ce genre d'actes. Il nous a jamais invités à faire ce genre d'actes. Au contraire, Allah le décrit dans le Coran en disant Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'un bon comportement, d'un bon état d'esprit. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il a essayé d'enseigner, cet état d'esprit-là qu'il a essayé de prêcher tout au long de sa vie. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne lisent pas, il y a des personnes qui n'ont pas la bonne compréhension
et qui vont aller dans ces certains extrêmes. Et puis, juste pour préciser que notre prophète s'appelle Mohammed, Mohammed, s'appelle pas Mahomet. Donc, les caricatures de Mahomet, moi, ça me touche pas. Parce que moi, mon prophète s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont je suis fier. Et il m'a enseigné tout autre. Il m'a enseigné de vivre ensemble. Il m'a enseigné le pardon. Il m'a enseigné la compassion. Et il m'a certainement pas enseigné d'aller massacrer sauvagement un professeur qui est un symbole. Le professeur, c'est un symbole. C'est une personne qui nous apprend, qui partage avec nous sa science, qui nous permet de nous élever, qui nous permet d'aller d'un état à un autre état. Et donc, tout ça, je pense que c'est l'ignorance. Je pense que c'est... Voilà, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autres choses à dire. Si je peux conseiller aux gens, c'est de lire cette religion, d'apprendre un peu cette religion, d'apprendre qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est un bon début, que ce soit pour les musulmans que les non-musulmans. Parce que je pense qu'il y a des musulmans qui ont besoin de réapprendre qui est Mohammed et les non-musulmans aussi. Voilà. Et donc, je pense que notre invité revient. C'est tout ce que je voulais dire. Allô? Allô? C'est bon? Donc, je disais quel genre d'études permet d'y accéder et puis pourquoi avoir choisi la psychologie. Donc, tu avais bien expliqué que tu as rencontré ces anges-là sur ton chemin. Oui, je t'entends. Je t'entends. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Ok, bon. Parfait. Ok. D'accord. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui de ton poste? Je t'entends pas. Allô? Je ne t'entends pas. Tu m'entends? Oui. Ok, parfait. Donc, quelles sont les évolutions de ton poste de psychologue clinicienne? Oui, je pense qu'on a toujours un petit problème de connexion. Et si je pouvais conseiller de la lecture pour connaître notre bien-aimé prophète, il y a un livre qui s'appelle Ar-Rahiq al-Makhtoum, Le nectar cacheté. Donc, c'est la biographie du prophète. C'est peut-être une bonne introduction pour comprendre que ce prophète-là, il ne cautionne certainement pas le fait d'égorger des gens comme ça sauvagement. Donc il y a ce livre-là qui est très intéressant, qui peut vous faire une bonne introduction pour comprendre qui est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, je tenais à vraiment rendre un hommage à cette famille, à ce professeur qui nous a quittés, malheureusement dans ces circonstances-là, à sa famille, je leur souhaite beaucoup de courage, et ils n'ont pas mérité ça, nullement, et certainement pas ce professeur-là. Donc voilà ce que je voulais passer. En tant que musulman, je me devais, si je prends la parole ici, de le dire, parce que faire comme si de rien n'était, faire comme si ce qu'on vit actuellement était normal
c'est trahir sa personne et trahir même sa conscience. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, la connexion va être bonne. Allô? Allô? Merci. Ça va? Tu m'entends? Oui. Ok, parfait. Est-ce que vous Donc, m'entendez? oui, on t'entend. Moi, je t'entends. Est-ce que tout le monde t'entend? J'espère que oui. Et quelles sont les évolutions de ton poste? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Allô? Ça va venir. J'entends, je t'entends, oui. Ok, bah, tu peux alors. Moi, je t'entends aussi. Il y a mon chat qui a décidé de venir nous rendre visite. Est-ce que toi, Moi, je t'entends, oui, je t'entends. d'accord, ok. Donc, je disais, quelles sont les évolutions de ton poste? Ok. Alors, je disais qu'en fait, les évolutions, ça va dépendre d'ailleurs d'abord si tu vas du côté libéral ou si tu vas du côté des institutions. Les évolutions possibles, ça va plus finalement se vivre du côté des institutions, c'est-à-dire éventuellement obtenir un poste et puis à un moment donné peut-être être. Tu n'entends pas? Non, je t'entends, je t'entends. Oui, 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 oui. Obtenir un Ah, poste. Oui, oui, obtenir un poste, moi je t'entends très bien. d'accord. Moi aussi je t'entends très bien. Ok, tu peux continuer. Alors, je te disais qu'on prend, si on prend dans son bureau, pas vraiment en soi des nombres de clients qui va pratique, possibilité d'évolution, peut-être de. Parce que là, du coup, D'accord. Et quel est le salaire d'un junior psychologue clinicien? ça, je pourrais pas te le dire exactement non plus, parce que j'ai pas commencé moi en fait par cette voie-là. D'accord. J'ai commencé moi du côté, euh, j'ai commencé du côté libéral en fait, assez rapidement. D'accord. Donc j'ai connu finalement les institutions à travers mes stages. Mhm. Donc, mais au niveau du salaire, je pourrais pas te dire exactement, mais j'imagine que du coup, en fonction des institutions, en fonction des domaines, ça peut varier et ça peut du coup augmenter probablement avec les années d'expérience. D'accord, ok, parfait. Et là, on va passer sur des questions un peu pour essayer un peu de connaître, de connaître un petit peu votre personnalité, en tout cas D'accord. d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ce qui me fait me lever le matin, je pense que c'est de voir la progression de mes clients, Mhm. de voir que les personnes peuvent finalement se déplacer quand ils comprennent quelque chose. Et pour moi, ce déplacement, finalement, il est très précieux. Parce que du coup, pour moi, ce déplacement, ça veut dire mouvement, ça veut dire évolution, et ça veut dire aussi finalement changement. D'accord. Ok. On va venir un peu plus tard. Et comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors, je pense que c'est assez compliqué effectivement de parler de ça à un enfant, mais ce que je dirais, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde Mhm. extérieur, et, Mhm. euh, et dans chaque être humain, il y a aussi un monde intérieur. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent aussi. Et quelque D'accord. part, un ou une psychologue est là pour écouter, comprendre ce qui s'y passe
pour permettre à la personne de devenir encore plus elle et de pouvoir être mieux au monde. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et puis professionnel aussi? Alors, je pense que professionnel, c'est d'être devenu psychologue, d'être arrivé sur ce chemin-là et de le poursuivre avec ce doctorat. Je pense que ça serait un de mes plus bels accomplissements professionnels. Personnel, je pense d'avoir réussi en fait au fur et à mesure de me comprendre de plus en plus et de me trouver quelque part. D'accord. Donc être vraiment faire ce travail en soi. Oui. D'accord. Et ça, c'est très important. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est très important, le fait de cette quête? Je pense que oui, parce que de ce fait, on peut parler de l'intérieur à partir de ce qu'on a vécu aussi. C'est-à-dire que si on n'expérimente pas nous-mêmes le voyage, on ne peut pas conseiller ce voyage à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est fondamental que chaque professionnel puisse finalement s'appliquer ça en fait et savoir comprendre ses propres mécanismes intérieurs pour pouvoir comprendre l'autre. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur moi-même et que j'ai pu finalement j'ai pu utiliser ça en fait au niveau de mon travail, c'est-à-dire de pouvoir aider des personnes pas quelque part de l'extérieur. Et je vais pouvoir en fait parler de l'intérieur puisqu'il y a des mots assez précis. Tu sais, enfin, le travail de psy, il se fait avec des mots. Il se fait avec des mots. Et si on met précisément des mots, il y a quelque chose qui va créer en fait une transformation. Et pour moi, il y a il y a une force, il y a un pouvoir dans les mots. Et puis il y a aussi le fait que c'est par les mots qu'on se localise. En fait, on dit où est-ce qu'on en est, comment on se sent. Et ça permet de se localiser. Une fois qu'on se localise, on peut du coup se mettre en mouvement. On sait où on est et on peut aller du coup là où on veut aller. C'est joli. Et en 3 mots, comment décririez-vous votre rôle? Alors, mon rôle, je le décrirais plutôt du côté de l'aide déjà, donc aider, transmettre et puis permettre l'évolution. Et aider, cette notion d'aide, vous pouvez le creuser un petit peu? Oui, pour moi, je pense que déjà c'est une notion qui m'est importante depuis depuis très très jeune. En fait, j'ai toujours voulu être dans l'aide et vouloir aider l'autre. Et pour moi là, c'est d'une certaine façon, c'est aider la personne à comprendre son propre fonctionnement. Et permettre de comprendre son propre fonctionnement, ça passe par le fait de permettre en fait une prise de conscience. C'est comme on pourrait en fait utiliser cette image que j'aime beaucoup de Marianne Motti, de monter sur un arbre et puis de voir de plus en plus haut. Et plus on va prendre de l'hauteur, plus en fait on va voir ce qu'on ne voit pas. Et à partir de ça, en fait, c'est quelque part l'aide du psychologue, ça va permettre à l'autre de monter sur cet arbre, de voir ce qu'il ne voit pas, pour pouvoir du coup assimiler ces nouvelles données, assimiler ces nouvelles perceptions et comprendre mieux où est-ce qu'il se trouve. Dans quoi, quelque part, il a les pieds, par exemple. Top, top, top. Salam alaikum, Mohamed, juste pour le passage, mon très cher Mohamed. Si vous pouvez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Alors là, je ne saurais pas répondre à ta question. Échanger mon poste avec quelqu'un. Une personne qui pourrait bien être psychologue, qui rentre bien qui a le mindset, qui ne l'est pas du tout. Hein. C'est-à-dire que si je devais moi donner mon poste à quelqu'un, c'est ça? Voilà. Je pense que je pourrais le donner à toute personne qui finalement porte un intérêt à la réflexion. Toute personne qui a un intérêt à la réflexion et qui a un intérêt aussi à aider l'autre, je pourrais le donner. Et puis du coup avoir
un espoir quelque part que la personne puisse devenir un bon psychologue. Donc, le psychologue, c'est celui qui veut aider l'autre et celui qui est aussi dans la réflexion, si je résume bien. Oui, et qui arrive aussi à se remettre en question, quelque part. Et est-ce que vous avez un mentor dans ce cheminement, dans votre formation, dans votre vie de tous les jours? Alors, je dirais pas un mentor. J'ai pas de mentor en tant que tel, mais je vous parlais des belles rencontres que j'ai faites. Oui. Et pour moi, si je devais donner cette place-là, je donnerais à cette personne-là, à cet ange qui a été ma mère spirituelle et qui a été elle-même psychologue et qui m'a finalement transmis ce joli métier. Parfait. Ça, c'est joli. Donc, merci à elle alors d'avoir pu en fait transmettre cette passion, parce que je sens qu'il y a de la passion dans ce que vous dites. Et c'est d'ailleurs son anniversaire, donc je pense très fort à elle. Nous pensons tous très fort à elle aujourd'hui. Et est-ce qu'il est important aujourd'hui aux jeunes qui vont prendre des orientations, d'avoir des mentors ou d'avoir en tout cas des personnes comme ça qui vont être dans notre chemin pour nous permettre de nous hisser en fait vers le haut? Je pense que oui. Je pense que très clairement oui. Pourquoi? Parce que je pense que les jeunes ne sont pas assez accompagnés et que parfois ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Quand on voit ce qui se passe du côté des écoles, du côté des moments où en fait ils ont à faire des choix concernant leur vie, concernant leur parcours, dépendant aussi de comment ils sont encadrés ou non. Des chemins vont pouvoir finalement se trouver facilement et d'autres avec beaucoup de difficultés. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes à l'écoute du désir de l'enfant et qui puissent finalement accompagner l'enfant dans quelque part dans la place que lui voudrait prendre dans la société et non pas à travers ce qui serait bien vu ou à travers des désirs parentaux, par exemple aussi. Je pense que c'est très important en fait. Je pense que si j'avais pas moi-même rencontré en fait cette personne-là, je n'aurais pas pu trouver ce chemin et je n'aurais pas pu trouver cette passion. Pour moi, tu vois, maintenant, pour moi, la psychologie, elle m'habite en fait. Elle est complètement en moi et j'arriverai même pas à dissocier qui est Eva qui est la psychologue, parce qu'il y a quelque chose qui s'est tissé depuis finalement assez jeune. Et je pense qu'on a tous besoin d'une personne qui arrive finalement à écouter, mais surtout finalement à te voir. Top. Merci beaucoup. Et si vous deviez changer quelque chose dans votre travail, dans cette passion? Je pense que ce que je changerais, ça serait peut-être la possibilité d'être partout à la fois. Okay. Parce que du coup, moi, j'ai une pratique à Londres. J'ai une pratique à Londres et puis j'aimerais déjà que mes services soient accessibles pour tous et pas uniquement pour finalement les personnes qui peuvent se le permettre ou les personnes qui sont de la ville. J'aimerais pouvoir finalement aider toute personne qui en ont besoin. Et c'est quelque chose qui, si je pouvais là tout de suite permettre l'accès à mes services au monde entier, je le ferais. Donc c'est pouvoir en fait ne pas avoir de frontières. Parce que vous pensez qu'il y a vos services aujourd'hui, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. Enfin, je pense que tout le monde en a besoin, mais il y en a qui sont un petit peu lésés pour avoir accès à vos services. Je pense que oui. Je pense que ça peut être lésé, mais ça peut être aussi parce qu'on ne comprend pas très bien en fait ce que c'est que le métier de psychologue. Parfois, on le voit aussi comme un stéréotype. Beaucoup de personnes d'ancienne génération peuvent toujours penser que c'est uniquement pour les fous, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement commun. C'est beaucoup plus commun. C'est beaucoup plus vulgarisé d'une certaine manière. Il y a le fait finalement de pouvoir aller voir un psychologue quand on se sent
bloqué quelque part, quand on sent une difficulté sur notre chemin, quand il y a une épreuve assez forte qui a du mal à être traversée. Il peut y avoir plusieurs choses. Et puis, il y a aussi finalement aussi la question de se trouver soi. Qui est-on réellement? Qui est-on réellement dans ce monde et quelle place on peut prendre? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas en fait cette conscience de ce que ça pourrait apporter en fait. C'est plus aujourd'hui, en fait, vous pensez que c'est un outil qu'on devrait avoir, au-delà de dire que c'est pour certaines personnes, je pense que c'est pour tout le monde. On peut tous, on pourrait tous aller voir un psychologue et puis discuter. C'est pas juste pour une catégorie de personnes et que c'est dans notre cheminement, on a besoin des gens comme ça. Oui, parce que je pense que, tu vois, par exemple, je pense à toutes ces personnes qui ont eu dans leur parcours des confiances qui se sont brisées en fait, et qui du coup, comment ils font en fait avec un moment donné une cassure ou le sentiment d'être fragmenté. Comment font-ils pour finalement avancer? Ça va être peut-être plus douloureux, ça va être moins simple que d'autres. Et je pense que c'est là où en fait il serait nécessaire d'avoir des regards réparateurs qui puissent permettre finalement. Je pourrais utiliser une image. C'est comme finalement, soit ça serait si on prend l'image des oiseaux, ça serait de voir qu'il y a des oiseaux à qui on a dit qu'en fait ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas voler. Et donc, quelque part, les enfants, enfin, les oiseaux vont croire à ça. Ils ne peuvent pas voler. Puis il y en a d'autres qui ont volé, puis à un moment donné, ils ont rencontré des épreuves qui font qu'ils se retrouvent avec des ailes cassées. Ils ne peuvent plus voler à nouveau. Et c'est là où, en fait, pour moi, le métier de psychologue, il est là pour permettre à tous ces oiseaux à la fois de leur dire qu'ils peuvent voler et qu'ils peuvent se réparer s'ils sont brisés pour pouvoir reprendre leur envol. Et quelle est votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie, je pense que c'est continuer à se battre, même si on ne comprend pas tout. On comprendra plus tard. Mais il faut avancer, il faut se battre et ne rien lâcher. Et quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Alors là, c'est... je saurais pas dire quand est-ce que j'ai ri aux larmes, mais ça devait pas être il y a très très longtemps. Par contre, j'aime beaucoup rire. Ça, c'est une chose. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup les énergies qui se dégagent quand on rit. Mais là, tout de suite, je ne saurais pas quand est-ce que j'ai ri aux larmes, mais je ris en tout cas beaucoup. Et est-ce que vous avez eu dans votre cheminement à gérer des jeunes recrues, des jeunes psychologues en stage ou quel conseil vous donneriez à ces jeunes? Alors, je n'en ai pas eu comme ça directement parce que j'ai toujours été en libéral. Par contre, j'ai rencontré parfois des personnes qui me posaient l'une ou l'autre question et j'essayais en tout cas de les encourager à finalement à sauter le pas parce que parfois on se sent souvent coincé en fait, on se sent souvent coincé par la peur, par le fait d'avoir des angoisses que ça ne marche pas et en fait, je pense qu'il faut juste sauter le pas et puis faire confiance. Et je pense vraiment que tout le monde est capable d'arriver là où il veut arriver. Et parfois, quand on n'y arrive pas, peut-être que c'est pas ce chemin-là et peut-être qu'il y en a un autre à prendre. Peut-être qu'il y a un détour à faire. Peut-être qu'il y a des expériences à avoir entre-temps. Mais il faut pouvoir en fait avoir confiance qu'il y a un chemin pour chacun et qu'il faut pouvoir en fait se battre d'une certaine façon pour y arriver. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimeriez-vous être? Alors, c'est une question compliquée pour les psychologues parce que je pense que je pourrais dire n'importe qui dans le monde qui cherche à créer un monde meilleur. Ça, je pense que ça, je pourrais le dire. Par contre, une personne en particulier, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que quelque part, sur le chemin et sur le cheminement qu'on fait en psychologie, on essaye de faire en sorte que la personne ne devienne pas quelqu'un d'autre, mais qu'elle devienne elle-même. Et alors, du coup, s'il y a à devenir quelqu'un, il faudrait pouvoir devenir encore plus soi-même. D'accord.
Très joli. Et pourquoi? Même si Pourquoi? c'est... Parce que je pense qu'en fait, plus on est soi, plus en fait on sait qui on est, plus donc vous voyez, c'est comme si on s'ancrait sur sa terre. Et une fois qu'on est ancré sur sa terre, on peut alors prendre place dans le monde. On peut faire des choses à partir de soi et pas à partir de ce qui est attendu, par exemple, et pas à partir de ce qui nous est demandé, mais à partir de qui on est. Et je pense que chacun, on a tous un pouvoir, en fait. On a tous un pouvoir à l'intérieur de soi. Et c'est un pouvoir qui est différent en fonction des personnes, des personnalités, et puis des histoires aussi. On a tous chacun des histoires différentes. On ne peut pas en fait être pareil, on ne peut pas être comparé non plus. Et je pense que la magie quelque part de ce chemin-là, de la psychologie, c'est de faire en sorte que la personne puisse atteindre ce pouvoir et qu'elle puisse qu'elle puisse utiliser ce pouvoir-là dans le monde. Okay. Et là, on arrive vraiment à la question qui me tient un peu à cœur, c'est le problème de l'immigration clandestine. Et aussi, je tenais aujourd'hui exceptionnellement aussi à rendre hommage et puis à avoir une pensée pour ces personnes qui sont aujourd'hui actuellement en train d'être massacrées au Congo et ces personnes qui sont en train de se soulever au Nigeria, aux personnes qui sont en Guinée actuellement. Et donc, j'ai une pensée à tout ça, tous ces Africains-là qui, aujourd'hui, en 2020, avec le coronavirus, on continue à avoir des exactions comme ça. C'est juste pas supportable. Donc, on arrive à la question de l'immigration clandestine. Tous ces talents qui ont quitté, pas quitté parce qu'ils ont peur d'être persécutés, mais quitté à la recherche d'un Eldorado au détriment de leur vie. En laissant des orphelins, en laissant des mamans en deuil. Quel conseil on donnera à cette jeunesse pour leur dire que peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose autrement? En fait, tu notifies quelque chose d'important parce que tu dis quelque part qu'ils partent sans finalement, sans la notion de danger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas persécutés ou il n'y a pas quelque chose tout d'un coup d'un danger qui les amène à se déplacer. Je pense que c'est important de pouvoir le dire parce que c'est pas pareil. Du coup, les personnes qui ont dû s'exiler du fait d'une guerre, du fait d'un problème politique ou autre, c'est différent de ceux qui font le choix de vouloir partir. Et peut-être que ce que je leur dirais, c'est que ceux qui croient, c'est peut-être pas effectivement ce qu'ils vont trouver. Et en même temps, je pense qu'il faut pouvoir en fait se renseigner sur cette notion de choix dans son propre territoire. C'est-à-dire quels sont les différents choix qui existent pour cette personne dans l'espace dans lequel il est. Parce qu'effectivement, aller du côté d'un pays où on peut avoir aussi, là, on peut connaître la langue, on peut aussi ne pas la connaître, mais où il y a de la discrimination, où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup finalement de barrières et d'entraves qu'ils vont devoir traverser, c'est beaucoup d'épreuves aussi. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une possibilité de pouvoir trouver sa place et de pouvoir trouver sa mission dans le monde en étant finalement, en regardant toutes les possibilités qu'il y a dans l'espace dans lequel ils sont. Parfait. Et en plus, moi, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que non seulement il y a cette notion, comme tu l'as bien souligné, de choix, mais de choix sur des personnes qui sont talentueuses. En fait, c'est des personnes talentueuses. Et puis, par exemple, je discutais avec un ami qui me disait qu'il a rencontré un docteur qui a fait qui a fait ce périple et qui est actuellement sur Bordeaux dans les foyers voilà, il part de foyer en foyer. Il n'a même pas encore. C'est un docteur. Il exerçait dans son pays. Waouh. Ça fait un peu froid. C'est extraordinaire. On peut pas les juger. On ne sait pas quel contexte. Mais moi, j'insiste sur le fait des personnes qui quittent pas en danger, qui quittent parce qu'ils ont pris le choix d'aller en Europe, une certaine Eldorado qu'ils ont vu sur la télé et autres. Voilà, donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à donner du choix. Donc c'est aussi le problème de nos dirigeants sur place de penser à ça.
Et là, on arrive disons, au quartier libre. Si tu pouvais nous partager quelque chose aujourd'hui qui te tenait à cœur, une actualité, un fait scientifique, quelque chose que tu voulais partager avec nous. Alors, en fait, moi, c'est ce que j'aimerais finalement partager, c'est cette notion de réparation par rapport à la notion de trauma. Parce que généralement, ce que l'on vit dans la vie, les épreuves qu'on vit, nous laissent toujours finalement des traces. Nous laisse toujours des traces quelque part. Et parfois, ça va du coup être douloureux. Parce que ça va faire des points de contact avec cette histoire douloureuse. Donc des situations d'aujourd'hui qui renvoient à des choses du passé et qui du coup met la personne en difficulté et l'amène du coup à ne pas pouvoir soit s'en sortir, soit se déplacer de ça, soit faire en sorte de s'apaiser au moment où ça se passe. Et pour moi, la notion de trauma, elle va être différente en fonction de son histoire. Et j'ai en tête, là, quand je te parle aussi, de ceux qui sont partis d'un génocide. Parce que je suis, en fait, moi, tamoul. Je suis tamoul du Sri Lanka. Et en fait, quelque part, ce pays-là a connu une guerre et ma communauté a connu un génocide. Et puis, donc, mes parents, en fait, d'ailleurs, sont venus du Sri Lanka dans les années 80 et ils ont pas eu le choix. Ils ont dû venir donc en France quelque part pour se réfugier. C'est d'ailleurs l'intitulé qu'on leur a aussi, enfin le titre qu'on leur a donné, c'est réfugiés politiques. Et ce que je vois moi, c'est un peu c'est quelque part les dégâts qui sont toujours là dans la communauté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est partout dans ce que ce soit de cette communauté-là ou dans une autre, il y a des traces, il y a des fragments, il y a des choses qui ont été très endommagées dans l'être de la personne. Et je pense qu'il y a, que ce soit du côté de la dépression, que ce soit du côté des addictions, que ce soit du côté quelque part de la violence, mais même de ce que j'appelle moi la condamnation psychique, c'est-à-dire de se condamner, c'est-à-dire de ne pas pouvoir voir une autre possibilité de vie et de ne pas pouvoir investir ces énergies de vie. C'est comme quelque part, pour moi, parfois on peut être dans un tel trauma qu'on va mourir avant sa propre mort. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ces personnes-là puissent trouver une voie de réparation, une voie de guérison, pour qu'ils puissent finalement vivre, qu'ils puissent être dans la vie, qu'ils puissent se réparer et qu'ils puissent trouver une place là où ils sont et qu'ils puissent finalement exister en étant des êtres entiers. Et est-ce que cette réparation, elle n'a pas été anticipée ou comme disait, j'aime bien ce terme de Cheikh Anta Diop, c'est un scientifique sénégalais qui disait l'intégration d'un élément nouveau suppose un milieu intégrant. Est-ce que ces personnes-là qui quittent des endroits où il y avait des génocides et autres et qui arrivent dans une terre qui les accueille, est-ce que l'accueil a été programmé, a été préparé, est-ce qu'il y a eu cet accompagnement-là en fait pour éviter ce que tu venais d'énumérer tout de suite? Il n'y a pas eu d'accompagnement d'une façon élaborée. Il y a eu à un moment donné, tu vois, des personnes qui sont arrivées du pays et puis donc ils ont tous été au début ils ont tous eu finalement un visa refusé, puis ensuite ils ont vu que c'était beaucoup plus sérieux, ils ont pu voir qu'il y avait vraiment là une guerre et un non-choix, un danger qui amenait donc toutes ces personnes, toutes ces familles à traverser et à venir. Et encore c'est que ceux qui ont pu finalement se déplacer, puisqu'il y en a beaucoup finalement qui sont restés là-bas, qui en sont morts d'ailleurs, ou qui du coup sont dans des conditions très délicates. Et en fait, non, il n'y a pas eu. Tu vois, là, par exemple, il a manqué pour moi de psychologie. Il a manqué complètement de psychologie. Il n'y a pas eu de réparation. Et ça a été éventuellement le fait de donner une possibilité de rester sur le territoire. Oui, il y a eu le statut de réfugié politique a été donné à un moment donné systématiquement.
par rapport à cette période. Mais c'est pas, c'est comme si finalement on les a laissés avec leur trauma, avec ce qui s'est passé. Et puis les personnes doivent se débrouiller toutes seules. Elles doivent se débrouiller toutes seules. Alors il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui ont pu reconstruire, et ça c'est une chance pour ceux qui ont pu le faire. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas pu et qui du coup essayent d'une manière ou d'une autre de trouver une autre manière de trouver leur terre, c'est-à-dire qu'ils vont se regrouper en communauté, faire des associations, et du coup là ils vont pouvoir un petit peu comme recréer un peu ce qu'ils ont perdu en fait et ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Mais il y a vraiment des réalités qui sont assez alarmantes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses très 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 difficiles là-bas et qui finalement sont livrées ici un peu à eux-mêmes. L'accueil ne se limite pas juste à un statut de réfugié, à un accueil. Non, l'accueil, ça devrait être peut-être plus réfléchi, c'est-à-dire que ces personnes-là, de faire du cas par cas, de voir les personnes qui... Parce qu'en fait, comme tu l'as bien dit, c'est des personnes aussi qui vont avoir une répercussion sur la société qui les accueille dans le long terme. Donc, l'accueil doit être encore mieux réfléchi, c'est-à-dire qu'on t'accueille, tu as par rapport à une situation, mais cette situation-là aussi doit t'accompagner, c'est-à-dire il y a cette notion de psychologue qui suit les personnes, qui discute avec eux, qui fait un état des lieux de ce qu'il y a, de comment on peut permettre à ces personnes de mieux s'intégrer et puis d'être eux-mêmes, comme tu l'as bien dit, d'aller se chercher et de faire ce déplacement en fait. Ouais, complètement. D'accord. Top. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage qui était, qu'on sentait que c'était quelque chose qui était vraiment du ressenti. Et en tout cas, merci beaucoup de ta disponibilité. Moi, quand je t'ai contacté, c'était tout de suite, il y avait une disponibilité, ton humilité. Et moi, j'aime bien le dire. Je disais docteur, mais moi j'insiste, je garde ça parce que pour moi, tu es une docteur, parce que la manière dont tu parles de tout ça, ça se voit que c'est quelque chose qui est en toi, et on te souhaite tout de bon, comme disent les Suisses, mes voisins là, tout de bon, et au plaisir. Et je suis en train de réfléchir sur un autre concept, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que depuis que j'ai parlé avec Fanny, Dr. Power, je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, ce qui manque. C'est ça qui manque. Et là, aujourd'hui, tu viens juste encore d'appuyer l'autre, de mettre d'assembler le puzzle, en fait. Je pense que c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont vraiment on a besoin pour, après, chacun de nous peut aller s'épanouir partout dans son domaine. Mais on a besoin de ce passage-là. On a besoin de comprendre notre état, de faire un état de lieu en nous pour mieux y aller. Parce que, sincèrement, c'est, waouh! Je suis bluffé. Je suis, voilà. En tout cas, je pense que c'est effectivement une question que beaucoup peuvent se poser, parce qu'il y a beaucoup cette incompréhension, et je pense que je parle encore une fois du dedans, parce que moi-même j'ai traversé beaucoup d'incompréhension dans ma vie quand j'étais plus jeune, et c'est par la compréhension, par la psychologie et par ce chemin-là que moi j'ai pu finalement me trouver et trouver cette force finalement de me battre et d'arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui. C'était pas en soi quelque chose qui m'était prédestiné. Mais c'est devenu mon destin, et j'en suis très heureuse aujourd'hui d'être là où je suis, et je pense qu'effectivement les clés psychologiques qui permettraient du coup de savoir où on est pour mieux savoir où on peut aller, ça permet du coup ça permet à la personne c'est assez particulier, parce que ça permet à la personne d'aller avec confiance et d'aller avec conscience de soi. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose de l'ordre du doute, c'est plus quelque chose de l'ordre d'un hasard.
c'est presque comme si on suivait son chemin et on sait que c'est son chemin. On apprend à se connaître, on sait, on connaît nos limites, on connaît nos... Et puis comme ça, on pourrait se tracer mieux nos chemins. Parce que le concept de cette émission, moi, c'était pour permettre aux jeunes de pouvoir mieux s'orienter, donc en parlant, en invitant des personnes qui vont parler de leur métier, mais que je le redis encore, en invitant Fanny et toi aujourd'hui, tu viens de l'appuyer, elle me dit qu'en fait, ok, c'est bien de s'orienter, mais c'est bien aussi de se connaître d'abord avant de s'orienter. Parce que quand on va se connaître, quand on va savoir nos limites, quand on va connaître nos points forts, nos points faibles, on va pouvoir, nous, l'orientation qu'on va prendre, ce sera du long terme. C'est pas du, ok, je vais y aller, non, il y a un mur, attends, non. Et je pense que c'est ce que beaucoup de jeunes ont besoin aujourd'hui parce que tout est là, ils ont tellement le choix qu'ils ne font plus de choix. Et donc, top. Mais, et je pourrais rajouter quelque chose qui est que, en fait, le cerveau humain, il va souvent plutôt se brancher à ses limites. Et donc, du coup, il y aura beaucoup aussi des fausses croyances. C'est-à-dire de croire qu'on ne peut pas réussir, que ce n'est pas pour nous, qu'on ne sera pas pris, qu'on ne pourra pas, en fait, aller sur ce chemin-là parce qu'éventuellement, c'est des chemins qui sont pour des élites ou pour des personnes qui viennent de telle classe sociale, alors qu'en fait, vraiment, et ça j'aimerais vraiment pouvoir le dire à tous les jeunes, c'est que tout le monde est capable de faire, tout le monde est capable d'être aussi, et donc il faut que vous puissiez chacun trouver votre voie, mais ne jamais y renoncer, travailler dessus, avancer dessus, parce que c'est finalement important de trouver sa place. Et comme je disais, chacun a son pouvoir, on n'a pas tous le même pouvoir, et ce serait vraiment beau de voir un monde où chacun, à sa manière et en son pouvoir, créer un monde meilleur. Top. Plus rien à dire. Merci beaucoup, docteur. Merci à toi. Et voilà, à très bientôt. J'espère vraiment qu'on va continuer à échanger parce que je pense que même moi, j'ai besoin d'échanger sur tout ça. Aucun problème. C'est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis, ceux qui sont là, je vous donne rendez-vous dans quelques heures avec notre invité, Doudou Jacques Fati, l'ancien international de football, qui va venir aussi nous partager son expérience. Donc, en attendant, je vous laisse tous autour d'un thé. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Moussa, merci. Au revoir.